Oui, bonjour. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu sur cette plateforme parce que j'ai eu beaucoup de travail ces derniers temps et j'ai monté mon entreprise. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. Et de fait, j'ai pas trop eu le temps de. J'ai pas pris le temps exactement de faire une petite vidéo. Donc là, je me suis dit, c'est les vacances bientôt pour tout le monde. Donc je vais faire un petit récapitulatif des livres que j'ai beaucoup appréciés cette année et qui, à mon avis, seraient très très bien dans ta valise de livres ou dans ta liseuse. Donc voilà, j'ai fait 4 catégories. Bon, la plus fournie étant les polars et les thrillers, puisque tu sais que c'est mon genre de prédilection. On aura aussi quelques inclassables, puisque je ne sais pas où les classer, tout simplement. Enfin, on aura les aventures ou ce qui s'en rapproche le plus. Et pour terminer, les sympas, ceux qu'on a envie de prendre avec nous en bord de piscine, en bord de mer, sous la tente. Donc c'est parti pour les thrillers. Alors évidemment, comme d'habitude, je vais parler et des édités et des auto-édités, parce que quand ils sont bons, je ne fais absolument pas la différence. Et quand ils sont pas bons non plus, d'ailleurs, tu connais mon combat à ce sujet. Et donc c'est parti. Alors j'ai eu un gros coup de cœur cette année pour un roman de Nina Laurenti qui est Libéramé et qui est vraiment très 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 bien écrit. Il est chez Librinova, aux éditions Librinova. Et donc c'est une atmosphère extrêmement bien structurée, des personnages qui tiennent bien la route et surtout une histoire qui est totalement hors du commun avec de l'opéra. Enfin, non, pardon, pas de l'opéra. Une pièce de William Shakespeare en fond et le parallèle est magistral. Donc voilà, c'est un roman assez noir, assez sombre, mais pour autant extrêmement bien écrit et que je te conseille vivement. Ensuite, nous avons Insignis de Charlotte Le Tourneur, que j'ai découvert aussi, qui est un roman que l'on pourrait qualifier de cyber-thriller ou de thriller technologique, puisque nous allons aller avec elle dans les tréfonds du dark web et sans spoiler, nous allons assister à un jeu totalement démoniaque, un jeu macabre bien évidemment et encore une fois très bien écrit. C'est un premier roman et il a déjà été repéré puisque Franck Tillier n'en donne que du bon. Alors des fois cette certification est un peu galvaudée, mais là je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Ensuite, un roman que j'ai beaucoup aimé, mais qui a eu 2 vies, alors ça arrive parfois, qui s'appelait au départ, Anamnèse et qui a connu des petites, difficultés avec, sa maison d'édition au niveau du titre et qu'on va retrouver aujourd'hui avec une nouvelle couverture qui n'en est pas moins belle, mais le contenu est toujours excellentissime. Il s'agit de Mémoire d'ambre de Vanessa Chevalier et Mémoire d'ambre comme, son nom peut l'indiquer, mais aussi son prénom, Anamnèse. On est sur un thriller psychologique avec une jeune femme pardon, qui a des difficultés avec, sa mémoire et donc un thriller absolument, haletant qui va nous entraîner dans, un voyage dans le temps, sur les traces d'un tueur en série et un voyage psychologique puisque on va voir, Ambre se débattre avec ses démons, intérieurs et extérieurs. 2-3 romans que j'ai lus, alors chez une maison d'édition dont je suis partenaire, mais ceci n'explique pas cela, une fois n'est pas coutume et promis j'arrête de sortir des proverbes les uns à la suite des autres. C'est une maison que j'ai découverte, une petite maison indépendante et qui, alors
Très honnêtement, et c'est pas parce que c'est un partenariat, parce qu'en plus c'est un partenariat non rémunéré, mais pour autant, ça a été, depuis qu'on est partenaire, mon fournisseur officiel de coup de cœur livresque. Parce qu'ils ont une ligne éditoriale que j'apprécie énormément et sur, tous ceux que j'ai lus, parce qu'ils sont pourvoyeurs très, très, très intenses, hein, ils m'en envoient beaucoup, j'ai encore plein de livres d'eux à lire dans ma palle. On a déjà ces 3 thrillers. Alors on peut rajouter celui d'Antoine Léger aussi, mais je voulais pas déséquilibrer trop les catégories. Alors Antoine Léger qui est un Toulousain et donc un Païs et Toute la vie devant nous que je vous conseille aussi. Mais là, je voulais vous parler de Oxysum. Alors attention, thriller, à couper le souffle. Si tu es, entomophobe, pour les non-initiés, si tu n'aimes pas et que tu as la trouille des insectes, passe ton chemin, ou alors si tu aimes te faire peur, vas-y. Alors c'est une histoire de vengeance absolument machiavélique et là j'ai pas d'autre terme, puisque, on va aller de crimes inexpliqués, ritualisés, très, très, très chelous, très visuel, très cinématographique, à un dénouement de l'histoire qu'on voit pas arriver du tout et on se fait mener comme ça par le bout du nez par, l'auteur. Donc c'est Oxysum, ici présent chez M+ Éditions. Toujours chez M+ Éditions, que j'ai lu il y a très peu de temps et que j'ai adoré, c'est de Maurice Guéran, ici présent, Mauvaise foi. Alors j'ai fait une petite série tueurs et Église catholique, alors, le hasard des programmations livresques. J'en ai lu 3 à la suite, donc attention à la redite, mais là, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc Mauvaise foi, ça se passe dans le milieu du Vatican et dans le milieu des crimes pédophiles, dans cette institution ô combien sacrée et sacralisée qu'est l'Église catholique. Donc voilà, on va avoir une enquête officielle par les flics. Ça se passe du côté de Marseille, pardon. Lyon, c'est le suivant. Enfin, on reste dans les Bouches-du-Rhône, hein. Dans le Rhône du moins, parce que je vais me faire engueuler par les Lyonnais et les Marseillais, etc. Donc voilà, donc là on est à Marseille, et donc double enquête d'un journaliste d'investigation et de la police qui vont suivre justement la piste d'un tueur en lien avec l'Église catholique. Mais je ne t'en dis pas plus, en plus c'est totalement délectable parce que le personnage principal est génialissime. Donc Mauvaise foi de Maurice Guéran. Ensuite, toujours Catoproof, Ictus de Frédéric Saumon. Ictus, là aussi, qui est un polar, un thriller. C'est pas un polar, enfin c'est un peu les deux, mais c'est surtout un thriller, puisque tu vas voir que dès le départ, dès le prologue, on a un crime. Voilà, faut être un peu accroché. Et puis on va suivre un tueur en série qui massacre les prêtres, mais pas que, mais essentiellement les prêtres, et on va voir pourquoi. Alors le grand intérêt de ce bouquin, alors là ça se passe dans la région lyonnaise, et aux alentours de Lyon, et alors l'intérêt absolu de ce bouquin, outre l'histoire, c'est qu'il est écrit par un ancien gendarme, puisque Frédéric Saumon était gendarme à la retraite, un jeune retraité. Et donc là, on n'a pas de choses abracadabrantes qu'on peut voir dans certains bouquins ou certaines séries avec des commissaires qui vont sur le terrain alors qu'ils vivent un divorce difficile et qui sont ravagés par l'alcool, et qui demandent des procédures un peu américanisées que certains de lecteurs, auteurs détestent absolument. Alors là, pas de risque, hein, tout ce qui est procédure, tout ce qui est euh, réflexe d'enquête, là, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est totalement, totalement, totalement avéré, justifié, puisque le monsieur a vécu ça dans son quotidien pendant des années. Donc, ictus.
Alors, pour changer, nous allons avoir la catégorie inclassable, parce que je sais pas quoi en faire de cela, mais je les ai beaucoup aimés. Donc, dans les inclassables, je vais commencer par un roman alors, qui s'apparente à un thriller, mais alors un thriller à propos d'un poisson préhistorique. Donc, ça va vous faire voyager en Afrique du Sud, ça va vous faire voyager un peu partout où il est dans les Comores, voilà, un peu partout où on va suivre la piste du sélacanthe, donc ce poisson fossile qui n'est pas tant que ça et qui a attisé tant de convoitises de chercheurs et des convoitises de conservateurs de musées, mais aussi des convoitises financières. Et c'est à ce gros poisson, sans mauvais jeu de mots, que s'attaque Christine Adamo dans Requiem pour un poisson, aux éditions Liana Levy, et qui est un thriller, ouais, un thriller, je veux dire ça, parce qu'il y a une enquête quand même, absolument hors norme, inclassable, plein d'érudition, jamais ennuyeux. Donc c'est un truc aussi à emporter en vacances, là, quand il fait chaud, sous un micocoulier, avec le bruit la stridulation des cigales. Je ne sais pas si la cigale stridule d'ailleurs, il faudrait que je vérifie. Enfin voilà, avec le tss tss de cigale, ça passe crème. Ensuite, alors moins rigolo, hein, mais tout aussi bien fait, Les heures errantes de mon copain Fabrice Cozapé, dont je te parle très souvent ici, et qui s'est attaqué bravement à la monographie d'un salopard, d'un enfoiré, il y a plein d'autres mots, voilà, et qui va nous faire la chronique d'une mort annoncée d'un collabo pendant les heures sombres de l'occupation française. Et c'est un roman très noir qui donne à réfléchir, qui est très introspectif aussi et qui est magnifiquement écrit, parce que vous savez, je suis fan absolue de la plume de Fabrice. On notera la magnifique couverture de Mel Acrylink aussi, qui est peintre, dessinateur, tatoueur et illustrateur officiel des œuvres de Fabrice. Ensuite, je regarde ma petite liste en fait à chaque fois, hein, donc alors ça c'est mon chien qui arrive, c'est pas grave, et mon chien repart. Donc, nous avons ensuite un roman que j'ai lu sur les recommandations du précédent, donc de Fabrice, parce qu'en général, c'est pas trop, je suis pas très fan, moi, de littérature japonisante. Je sais, je m'attire les foudres des gens japonaises ou japonisantes, les trucs très zen, tout ça. Mais alors là, je suis tombée absolument sous le charme de l'écriture de David Corvus et de Anami 67. Alors là, comment le classer? J'en sais rien. Tranche de vie, roman initiatique d'un vieillard, je sais pas comment dire, mais alors tu le prends, tu te laisses porter par la poésie, par la philosophie de ce bouquin, et c'est juste waouh! Alors si tu as envie et besoin de te faire du bien, on n'est pas sur un feel good, on est sur quelque chose d'une grande qualité. C'est pas faux en même temps. Donc, Anami 67 de David Corvus, qui est vraiment un petit bijou de littérature, de poésie et de philosophie. On passe de la philosophie à l'action avec le bouquin de ma copine, Alexandra Guerrero, qui a fait un travail énormissime en compagnie des gars de la brigade d'intervention de Paris, qu'elle a collé au basque pendant plus d'une année. Et ce livre, qui est un objet littéraire non identifié et qui s'appelle BI sur les toits de Paris, est une espèce de docu-fiction, parce que tout ce qui est dedans est extrêmement avéré. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis que tout a été vérifié, hein, du nom des armes imprononçables type AK-47, machin, gna gna, jusqu'au. Alors, tu vas bosser avec eux dans les catacombes, tu vas faire de la varap sur la Tour Eiffel, Voilà, c'est plein d'actions et c'est surtout très vrai. Et dans ces temps un peu chaotiques, je trouve que ça fait pas de mal d'avoir un focus positif et un éclairage sur nos forces de l'ordre qui sont avant tout là pour
nous aider notre quotidien. Donc bravo les gars, bravo les filles et bravo à Alexandra Guerrero qui a su leur rendre hommage. Donc vraiment un petit bouquin de un peu plus de 150 pages, mais tambour battant, que tu lâches pas du début à la fin, que même tes gosses peuvent lire parce que mon fils de 13 ans ne l'a pas lâché et il a adoré. Donc voilà, garantie sur facture et garantie par moi-même, ce qui est quand même un gage énorme de qualité. BI sur les toits de Paris. Et pour finir sur le bizarre, ouais, c'est ça, je te présente Bienvenue à l'asile, qui est un spin-off, parce que je ne vais pas dire la suite, ni la préquelle, ni autre, mais un spin-off de Sa mère la pute, que je t'avais conseillé l'année dernière. Ouais, j'aime bien dire des gros mots dans les vidéos. C'est pas moi en plus, c'est Nikita Power, qui est une femme extraordinaire et qui est une battante et qui a un grand, grand talent et qui a eu la gentillesse de me confier son bébé en début d'année. Et Bienvenue à l'asile, c'est une histoire, comme son nom l'indique, très très psychologique. Une histoire entre soi et soi, d'une jeune femme dont la vie n'a pas été très facile. C'est plein de second degré, plein d'humour noir. C'est délectable en fait. Voilà, c'est pas d'autre mot. Donc je sais pas où le mettre. C'est pas du thriller, c'est pas du psychologique, c'est pas du feel bad, c'est pas du feel good. C'est juste top et ça s'appelle Bienvenue à l'asile et tu peux en profiter pour lire Sa mère la pute si tu l'as pas lu avant. Donc, catégorie inclassable terminée. Maintenant, je te propose de l'aventure, du risque, du grand air ou plonger dans le passé avec la catégorie aventure. Alors, je viens de te parler il y a quelques secondes de Un ami 67 de David Corvus. Alors, tu me connais un peu, quand j'aime, j'y vais à fond. Donc, j'ai lu son autre bouquin. Son autre bouquin, c'est quoi? C'est une dystopie, un roman post-apocalyptique, ouais, on va dire ça. En fait, ça s'appelle Lueur et c'est, ouais, après une catastrophe, c'est, un père et sa fille, qui, vont essayer de survivre dans un premier temps, de vivre dans un second temps et là encore on retrouve la patte de David Corvus, c'est-à-dire c'est plein de poésie. Les personnages sont hyper attachants et on a, vraiment envie de savoir ce qui leur arrive. C'est un exercice extrêmement contraignant parce qu'il y a peu de personnages dont une fillette, donc voilà et donc c'est un exercice sous contrainte. Il y a beaucoup de bouquins post-apocalyptiques, il y a beaucoup de dystopies et il faut arriver à tirer son épingle du jeu et Lueur, comme son nom l'indique, est une dystopie pas tellement pessimiste, pas tellement dystopique que ça et donc c'est aussi ça un bouquin qui fait du bien, que tu peux emporter, dans ton sac à dos pour lire, sur un rocher, sur une montagne avec le soleil qui se lève, voilà, ça peut être très, très sympa. Donc Lueur de David Corvus. Ensuite, un livre que j'ai adoré, préfacé par mon idole Christophe Ondelat, euh, un bouquin que j'ai beaucoup aimé aux éditions du Gros Caillou, qui est une maison d'édition très chouette aussi, dont je suis désormais partenaire aussi, mais ceci n'explique pas cela. Je suis en train de lire La fille d'encre et de lumière de la même maison d'édition, qui a un pavé comme ça, donc je pense que je t'en parlerai à la rentrée parce que c'est très 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 bien chiadé et voilà, je t'en parlerai sûrement sur tes livres de la rentrée. Pour l'instant, je te parle plutôt d'un livre de vacances et ce livre de vacances, ça va être Absinthe, qui reprend la célèbre affaire de la fin du 19e siècle, la Malagouffée, c'est-à-dire aussi la Malle sanglante ou les amants diaboliques. Alors voilà, c'est l'histoire vraie d'une enquête de la Sûreté de Paris, voilà, des prémices de la PJ parisienne sous Napoléon III, avec une histoire d'amants totalement diaboliques, de dindons de la farce et d'hystérie. Enfin, on va y retrouver à peu près tous les grands poncifs du 19e siècle, à la différence près que ça va être le premier vrai fait divers qui va être médiatisé, au sens où les journalistes vont se
passionnée pour cette affaire et notamment pour la figure de Gabrielle Bompard, la maîtresse, qui est une femme totalement, calculatrice, manipulatrice, diabolique, hystérique comme on disait à l'époque, mais aussi, qui peut attirer notre compassion. Donc voilà, Absinthe, l'histoire de la malle sanglante que tu retrouveras chez Le Gros Caillou. Et enfin, coup de cœur absolu pour moi, alors je te présente Outaouais de Paige Coman et qui est, encore une fois, chez M+ Éditions, je te dis que c'est mon pourvoyeur officiel de coup de cœur. Donc, un roman d'aventure époustouflant. Si tu aimes, alors on est à la période, là encore, du 19e, de la grande famine qui sévit en Irlande et qui tue tous les Irlandais et qui les contraint globalement à l'exode vers les États-Unis, vers le Canada, c'est-à-dire vers des contrées a priori plus accueillante, mais Outaouais va nous montrer que c'est pas forcément le cas. Donc on va partir de cette Irlande très âpre, très dure, très mortifère. On va s'engager avec le héros et sa demi-sœur sur un rafio craquant de la coque au pont, t'as la ref, pour aller vers cette région de Outaouais, qui est une région du Canada, qui les attend soi-disant pour faire, si ce n'est fortune, du moins pour vivre correctement parmi les bûcherons et la rudesse de l'hiver canadien. Mais pas que, parce que si c'était que ça, moi je suis pas très fan en général des romans, je vais me faire taper encore une fois, mais c'est pas grave, je suis pas très fan des romans d'aventure, genre Gros-Blanc, tout ça. Bon, j'aime bien, mais bon, ça me saoule un peu. Moi, s'il n'y a pas des morts, ça m'intéresse pas. Et donc là, il y a une histoire, voilà, parce qu'il va y avoir alors ça, des morts, si tu en veux, il y en a plein. En même temps, il y a 500 pages, donc il y a le temps d'y avoir des morts violentes, de la vengeance, une famille qui tient à peu près tout le village, toute la petite ville d'Irlande et qui refuse que les gens s'en aillent. Et donc, comme il va y avoir une évasion, il va y avoir une poursuite, une vengeance. Enfin bon, il y a, t'as l'impression d'avoir une scène en Technicolor, tu sais, comme il y avait dans la dernière séance de Eddie Mitchell, avec de l'action, de l'amour, des grands paysages. Voilà, c'est vraiment the roman d'aventure. Donc je te conseille plus, parce que là, s'il fait chaud, tu vas être dans le grand nord canadien ou qu'il fait bien froid, ça va te rafraîchir et tu vas voir que c'est topissime. Enfin, moi, perso, j'ai adoré. Et enfin, voilà, pour la catégorie aventure, j'en aurai d'autres, mais pour la rentrée, donc j'ai pas terminé. La dernière catégorie, c'est la catégorie des sympas, que j'aime, voilà. Donc, pour l'instant, il a écrit qu'un tome 2, mais que je vais lire, mais je ne doute pas absolument que, il sera aussi bien que le tome 1. C'est le cycle de la famille Pomodoro. Alors, une famille de restaurateurs italiens, de petits restaurants italiens, dont un des fils est commissaire de police, mais tout le reste de la famille appartient à la mafia. Et voilà, c'est très drôle parce que le premier tome est complètement déjanté, puisqu'ils vont devoir affronter une autre famille de mafieux, mais de mafieux espagnols. Donc voilà, on est dans le sud, c'est épicé, c'est drôle, c'est très années 80 aussi, donc tu as toute une setlist années 80 derrière qui est super rigolote. On est les looks années 80, les réflexes années 80, enfin voilà, donc c'est rigolo, ça fait du bien, c'est super bien écrit, c'est Nicolas Pellolio et moi j'emporte moi-même dans ma valise le tome 2 qui vient de sortir et j'ai hâte de retrouver toute cette famille complètement déjantée à la moralité plus que douteuse, mais à laquelle on adhère sans problème. Donc voilà, donc si tu veux emporter les deux sont disponibles, donc tu peux te faire plaisir et y aller sans problème. Le deuxième, c'est aussi un tome 2, mais tu peux lire le tome 1 puisque ça se lit super bien. Si tu aimes les cozy mystery, si tu aimes les whodunit, voilà, tu sais, un peu Agatha Christie, on est dans un huis clos avec des personnages qui se connaissent. Il y a un crime, un délit qui est fait et voilà, l'enquêteur ou l'enquêtrice est supposé trouver
le coupable. Et donc, ici, c'est Odette Lefebvre, 80 ans, tenancière d'un gîte sur la route d'Ajaccio, en Corse, un cosy mystery corse, dont le passé est un peu riche, hein, tu le découvriras en lisant, qui va mener l'enquête alors dans Châtaigne et Figatelli, une enquête à propos d'un vol qui se sera passé au sein de son gîte avec les hôtes, tous plus haut en couleur les uns que les autres. Et dans le second, Oracle au désespoir, on est sur un congrès des occultistes avec cartomancienne, euh, nettoyeur d'atmosphère, équilibreur feng shui et diseuse de bonne aventure. Et donc là, il va y avoir une agression. Et donc, la mère Odette va devoir enquêter. Ce qui est super sympa dans ce bouquin, c'est que Jocelyne Baquet a réussi à créer une atmosphère complètement familière et attachante, puisque à Odette va s'adjoindre Gianni, son acolyte, qu'elle va découvrir dans le tome 1 et qui va s'installer au gîte et qui va devenir un personnage récurrent dès le tome 2, mais aussi des personnages comme Raphaël le facteur, Monsieur Santoni, son voisin centenaire bon pied bon oeil, voilà, donc toute une atmosphère très 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 attachante. Et franchement, si tu as besoin d'oublier cette année un peu lourde, un peu sanglante, un peu voilà, déprimante, tu te plonges dans ces deux bouquins et tu vas te régaler. Et je te mets au défi de trouver qui est l'assassin, aussi bien dans le 1 que dans le 2, parce que Jocelyne Baquet, c'est quelque chose. Voilà. Le troisième coup de cœur des sympas, c'est Marie Day Edge, qui écrit Le Destin des Runes. Alors c'est une trilogie, mais il y aura des spin-offs, il y a des spin-offs qui se préparent. Elle m'a gentiment confié la préface d'un bouquin qui devrait sortir dans pas longtemps et sur lequel je suis en train de plancher. Et donc il s'agit de Le Destin des Runes. Alors là, si tu es féru d'histoire, si tu parles le vieux norrois couramment, bon, là, je vais perdre la moitié des followers, mais c'est pas... Non, je plaisante. Si tu aimes les histoires de vikings, que tu aimes les histoires de clans, que tu aimes voyager, que tu aimes découvrir les civilisations anciennes et que tu es curieux de nature, alors fonce, cette saga est faite pour toi avec Einar, avec sa chérie, qui n'est pas norroise mais qui est écossaise, donc pièce rapportée, tout le clan de Hénard, Ouni, la sorcière, Seidgona, je crois qu'on dit, voilà. Donc voilà, Mary est quelqu'un de très très érudit et en même temps quelqu'un qui s'est embarqué dans une saga, là pour le coup on peut le dire, hein, puisque c'est l'histoire d'un clan nordique, viking. Donc, ben, embarque-toi parce qu'il y a le tome 1, il y a le tome 2, il y a le tome 3 que j'embarque avec moi aussi dans la valise. Parce que moi, j'aime la plume de Mary et j'aime énormément tout ce qui est saga nordique. Et puis, j'aime quand il fait frais dans les bouquins que je lis alors qu'il fait 40 degrés dehors parce que je déteste la chaleur. Voilà, donc écoute, je t'ai donné quelques coups de cœur. Bien évidemment, tu peux retrouver sur mon feed Instagram tous les autres livres que j'ai lus et je présente mes excuses aux auteurs que je n'ai pas cités et que j'ai appréciés parce que ici j'ai fait juste une sélection de ce qui peut se lire au bord d'une piscine ou dans un camping-car ou voilà, dans un spa. Donc j'ai essayé de faire une sélection de ce qui se lisait bien en vacances. Bien évidemment, on fera un nouveau numéro pour ben, la rentrée, avec des choses un petit peu plus sérieuses, un petit peu plus importantes, notamment des livres que j'ai eu à chroniquer dans le cadre de masse critique, etc., que je suis en train de lire, mais qui sont des essais, donc des choses un peu plus... Mais là, écoute, c'est les vacances, donc on va profiter. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup que, bah, si tu as eu des coups de cœur, tu me le dises,
aussi, comme ça moi je peux allonger ma palle qui est déjà gargantuesque. Et puis j'aimerais aussi, si tu as lu ou si tu emportes avec toi quelques-uns de ces bouquins, que tu me dises ce que tu as aimé et pourquoi. Et voilà. Donc je te remercie d'avoir pris cette demi-heure de ton temps pour m'écouter. Je te souhaite de très belles vacances, de merveilleuses lectures, de belles journées à te prélasser ou à te défouler, à découvrir des choses. Et puis je t'embrasse et je te dis à très bientôt.